vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix. Aujourd'hui, comme hier, avant-hier et à partir de lundi, de mardi, de mercredi, et entre 17h et 19h. Ça n'a pas bougé. Vous étiez là dimanche, vous, Cécile. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit hier, avant-hier. Ouais, et qu'est-ce qui se passe? Une rébellion. Ah, bah d'accord, une rébellion. Ok, ça commence bien, cette émission. On a eu déjà de la rébellion hier avec Françoise Degois et Virginie Calmels. Bref, heureusement, Philippe David est là. Bonsoir. Bonsoir, Cécile. Non, mais vous savez pourquoi il se rebelle? Non. Parce qu'il est supporter d'Arsenal ce soir. Oula. Et donc, il sent qu'il va être un peu seul dans les vraies voies du foot. Vous savez quoi? Sale temps pour les réalisateurs, j'ai envie de dire. Très bien. La messe est dite, comme on dit. Il craint que vous lui demandiez les chiffres, voilà. ma chère Cécile. Bah, bien sûr, mais je les ai toujours pas. Voilà. Ça fait 5 ans qu'on lui demande. Mais bon, écoutez, à un moment donné, il va bien se passer quelque chose. En tout cas, je vais me mettre au travail. Voilà. Nous aussi, hein. On est loin. Allez, les amis, on vous souhaite la bienvenue avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Et notre amie Aude, bien entendu, est là pour vous recevoir avec gentillesse et, j'ai envie de dire, talent. Et voilà. sourire. Et sourire, ouais. Exactement. Et allez, sourire. Le grand débat du jour à 17h30, le maire PCF de la Grande Combe dénonce les tentatives d'instrumentalisation après le meurtre d'un fidèle dans une mosquée. Rima Hassan et d'autres insoumis lui avaient reproché son absence de la marche blanche dans sa ville. Alors parlons vrai. Est-ce que la manifestation de dimanche, alors que l'enquête commençait à peine, vous a choqué? Et à cette question, comme dit la maire communiste de la Grande Combe, y a-t-il une instrumentalisation du meurtre d'Abou Bakar? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Patrick Haddad sera avec nous, maire de Sarcelles, très engagé sur les questions liées à l'apaisement des tensions entre communautés. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. À 18h40, Gérald Darmanin veut faire payer les prisonniers une contribution à leurs frais d'incarcération. Les prisons coûtent quasiment 4 milliards d'euros par an, indique le garde des Sceaux. Alors parlons vrai, est-ce que cette mesure vous paraîtrait normale, sachant que les détenus sont logés, nourris et chauffés aux frais du contribuable? Et à cette question, comme dit Darmanin, les détenus doivent-ils participer à leurs frais d'incarcération? Vous dites oui à 92%. Vous voulez réagir? Encore et toujours, le 0826 300 300. Wilfried Fonck sera avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA Justice. On vous souhaite la bienvenue. On a les chiffres ou pas? Toujours pas. Voilà. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. L'espoir fait vivre. Les vraies voix Sud Radio. Et avec Philippe Bilger autour de cette table. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir mes amis. Auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Autour de cette table, en face de lui, Jean-Christophe Couvi qui est avec nous, secrétaire national du syndicat Police Unité M. Oui, unité même tout court, parce que AMI, c'est le ministère de l'Intérieur, donc c'est avec on a le droit. tous mes partenaires. On a le droit de le dire. J'ai bonjour. de nombreux partenaires. Ah, vous avez beaucoup de partenaires, c'est intéressant. Le syndicalisme, oui. Vous pouvez témoigner chez Brigitte Lahaye entre 14 et 16. C'est vrai que votre vie privée ne nous intéresse pas. C'est ma vie syndicale. Hein. Il est tout rouge, il rougit. C'est dingue, c'est dingue. Est-ce qu'on va réussir à faire Roger Pierre-Yves Martin qui est avec nous, consultant indépendant? Bonsoir Pierre-Yves. Bonjour. Bonsoir. Et vous avez beaucoup de partenaires? Non, mais demandez à Jean-Christophe comment il fait. D'accord. Et à Philippe Bilger. Oui, à Philippe Bilger. Moi je suis tout seul. Oui. Vous voulez qu'on fasse une petite le pauvre chéri. En tout cas, cette chaîne YouTube sur laquelle, bien sûr, vous pouvez nous regarder, on vous fait des coucous, vous pouvez vous abonner et retrouver, bien entendu, en replay toutes les émissions de Sud Radio. On sera très heureux de vous accueillir si vous ne êtes pas encore abonnés. Vous êtes abonnés tous les deux? Oui. Je vous le demande à chaque fois, mais... Oui. Je sais pas, en fait. Non, je crois pas. Moi, j'ai un problème avec les réseaux sociaux. Faut répondre oui et non, mais, pas au sujet en suivant. revanche, je participe activement. Oui, peu importe. Maintenant, vous allez quand vous aurez 2 minutes, vous prenez de votre téléphone et vous abonnez à la chaîne YouTube. Ainsi que tous vos partenaires. Et bien sûr. Je vais faire un mail à tous mes partenaires syndicaux. Allez, ce numéro de téléphone 0826 300 300 avec Laurent qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir les vraies voix. Comment ça va? Ça va très bien, soleil pour tout le monde, visiblement on est bien. Exactement, on est pas mal, faut que ça dure. Coup de gueule sur la liberté d'expression. Exactement, alors Cécile, liberté d'expression, on nous en dit beaucoup, on nous dit énormément de choses, on nous dit que c'est un pilier de la démocratie, mais c'est vrai que si on y regarde bien dans la pratique, c'est véritablement un champ de mine. Vous imaginez un politique qui vous dit des choses comme les pauvres doivent manger bio pour être en meilleure santé, ou alors la hausse des prix de l'énergie c'est une opportunité pour apprendre à consommer moins. Alors c'est absurde, mais c'est protégé par la liberté d'expression. Alors c'est génial,
Mais pendant ce temps-là, il y a d'autres sujets sensibles qui sont censurés ou attaqués. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un sujet sensible avec un ton qui est un petit peu trop incisif, vous passez pas par la case départ et vous touchez pas 20 000. Ouais. Et résultat, et on se demande, elle est où la limite? Est-ce qu'on peut tout dire? Moi, la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce qu'on accepte encore l'opinion d'autres? Parce que j'ai envie de vous dire, une liberté d'expression qui dépend de qui parle, c'est plus vraiment une liberté. Ouais. Et j'aime beaucoup Laurent. Ce que vient de dire Laurent est très profond. Ouais. Et ça fait du bien d'emblée d'avoir quelque chose de grave dans l'émission. En fond, le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on a une société qui s'indigne parfois pour des choses infiniment minimalistes, mais qui par ailleurs est, je dirais, extrêmement éradicatrice de toute la liberté d'expression qui mérite d'être dite, parce qu'on ne s'occupe plus de la vérité ou du mensonge, on regarde si on a le droit ou non de le dire. Et ça, c'est une catastrophe. Jean-Christophe Couvi. Oui, alors moi j'ai la liberté d'expression, je suis très attaché à ça, et en tant que syndicaliste et policier encore plus, mais il y a aussi l'expression de la liberté qu'il faut aussi dire et prononcer et hurler, parce qu'effectivement on se rend compte qu'on est dans un pays, dans un système avec beaucoup de normes environnementales, économiques, sociales, etc. Il va falloir à un moment donné aussi alléger et savoir aussi jusqu'où on veut aller et parler de tout. Et on peut parler de tout tant qu'en fait on est ensemble, je veux dire, autour de cette république entre guillemets, et qu'on arrête d'opposer les uns aux autres et nous catégoriser. Quand on n'est pas pour quelque chose, contre quelque chose ou pour, forcément, on est soit facho, soit extrême gauche, soit extrême droite. Ouais, ça c'est pénible en fait. Est-ce qu'on peut parler de tout à tout le monde? Pierre-Yves Martin. Sujet de philo, vous avez 80 ans. Ah non, c'est la vraie question. Ça fait écho à la signature de Sud Radio, et ça me fait plaisir en fait d'entendre ce témoignage un peu incisif sur le parler vrai. Parce que si on parle vrai, on réussit du coup à dépasser ce clivage entre qui porte la parole et qui est en capacité de l'entendre. Pour parler vrai, il faut être sûr de pouvoir parler libre, et c'est ce qu'on fait toujours sur Sud Radio. Eh ben, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Si vous avez envie de parler vrai, comme on le préconise en tout cas ici à Sud Radio, vous êtes les bienvenus. Le 0826 300 300, comme Laurent, si vous voulez participer et débattre avec nos vraies voix du jour. On vous attend bien entendu avec Philippe David. Laurent, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. Merci pour ce sujet où on pourra en parler pendant des heures de la liberté d'expression. En tout cas, nous, on va l'exploiter à fond jusqu'à 19h. Et avec vous, dans un instant, le réquisitoire du procureur. Le sans faute de Gérald Darmanin. Très bien. On en parle dans un instant avec la liberté d'expression et parlons vrai. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Je ne sais pas si vous êtes comme nous, mais le fait que le soleil soit revenu, on sent une atmosphère un peu plus légère. Vous avez remarqué ? J'imagine les prochains jours, ma chère Cécile, les prochaines semaines, où vous pourriez vous laisser aller à une sorte de débridement. Voilà, c'est sûr. Puis c'est bien connu. Et nous, pareil, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des t-shirts aussi ostentatoires que notre ami Denis. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est ostentatoire, ça. Ouais, disons, c'est bien, au moins, on ne peut pas se louper sur l'étiquette. C'est sûr. Il y a marqué tellement de choses sur son t-shirt que finalement, on ne sait plus. En tout cas, autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, auteur de Me Too Much aux élections Héliopold, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat police Unité, et Pierre-Yves Martin, consultant indépendant. Et vous, au 0826 300 300, vous souhaite la bienvenue. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on ? De la grosse panne en Espagne et au Portugal et de la grosse enquête qui s'annonce. De la victoire surprise des libéraux au Canada, l'effet drapeau sans doute suite aux menaces de Donald Trump. Et puis du quartier de la Négresse à Bordeaux qui s'est choisi un nouveau nom en 3 mots, panne, remontada et allégresse. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus tout de suite. Le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur, exceptionnellement, vous allez laisser le palais de justice parce que vous n'allez pas requérir, vous allez à l'église pour tresser des louanges
à Gérald Darmanin. Oui, alors ça n'est pas la première fois que je loue le garde des Sceaux. C'est pas le seul. Hein. Gérald Darmanin qui a remplacé, depuis qu'il est garde des Sceaux, je vois que Jean-Yves Martin m'approuve déjà. Mais ça s'appelle pas Jean-Yves, ça s'appelle Pardon, j'ai confondu avec un autre. Ouais. Et non, mais plus sérieusement, Gérald Darmanin a remplacé Éric Dupond-Moretti et il a remplacé l'idéologie par le pragmatisme. Dès qu'il est arrivé, il a identifié un certain nombre de mots criants et en particulier hier soir sur TF1, je l'ai trouvé brillant parce qu'il a identifié à nouveau des problèmes contre lesquels il a imposé des changements. Par exemple, tous les surveillants de prison vont être anonymisés. Il va le mettre en œuvre et ça va les protéger d'une certaine manière par rapport aux menaces contre eux. Deuxième élément, on va en parler, je crois, c'est le fait qu'il va faire payer, même symboliquement, les détenus pour la gestion qui nous impose compte tenu de leur malhonnêteté. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir un ministre prendre la mesure peu à peu de tous les maux d'une institution et de tenter de les régler pragmatiquement. C'est bien. Donc, devant un tel... Pierre-Yves Martin. Ouais, donc en fait, cher Philippe, vous avez deux grands références du monde politique. Vous avez Monsieur Darmanin et vous avez Gabriel Attal. Voilà. Et Retailleau aussi. Gabriel Attal, cher Philippe, quand vous avez commencé... Oui. Je me suis dit, il nous fait encore du Gabriel Attal. Je continue à penser que Gabriel Attal a du talent, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui surtout. Non, bien sûr. Non, mais par contre, entre les deux hommes, il y a quand même un sujet, je trouve, un sujet commun dans votre approche. C'est une vraie sensibilité, une vraie maîtrise des sujets de communication. C'est d'être capable de traduire l'environnement avec des mots-clés et avec des actions que l'opinion retient. Et je trouve que la similitude entre les deux est assez forte. Maintenant, je pense pas que des actions flash, coup de poing, soient ce qu'il y a de plus important pour permettre à la justice de retrouver un petit peu d'efficacité, un petit peu de sérénité. Mais on en reparlera après. Alors, Jean-Christophe Couvi. Gérald Darmanin, il a cette capacité, nous on l'a côtoyé quand il était au ministère de l'Intérieur, c'est quand même d'écouter les syndicats, j'allais dire les infos remontantes. Et donc du coup après il a cette synthèse. Voilà, il est capable de faire une synthèse. C'est pas un techno. Il vient aussi de la base, tout ça, donc il arrive à synthétiser. Maintenant, quand on sait qu'un détenu, ça coûte 130 € par jour à la communauté, donc avec nos impôts, je trouve que c'est quand même bien aussi qu'il participe. Le meilleur moyen qu'il paye pas en prison, c'est de pas y aller, et donc c'est de respecter la loi. Et en même temps, je vais vous dire, il y a déjà un droit fixe de procédure quand vous êtes condamné, procédure pénale. Alors quand ils sont solvables, parce que des fois on n'est pas solvable. Il y a aussi les saisies qu'on peut faire, les saisies sur le narcotrafic, sur tout ce qui est corruption, etc. Voilà. Mais ça va être remis dans le pot commun, notamment pour indemniser les collègues qui sont fait brûler leur voiture devant les prisons, etc. Et puis participer aussi à la construction de nouvelles prisons, etc., etc. On en reparlera tout à l'heure. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont panne, remontada et allégresse. Le courant est revenu en Espagne et au Portugal, mais demeure une question. Pourquoi? Qui a fait le coup de la méga panne? Le gouvernement espagnol promet une enquête. Au Canada, les libéraux de l'ancien Premier ministre Justin Trudeau remportent finalement une victoire inespérée aux élections. Donald Trump tente de nous briser, ça n'arrivera jamais, lance le nouveau Premier ministre après les menaces d'annexion. Et puis à Biarritz, les habitants de l'ancien quartier de la Négresse ont choisi le nouveau nom. À l'issue d'une consultation, il devrait désormais s'appeler le quartier de l'Allégresse, l'apostrophe. Les vraies voix Sud Radio. Après la méga coupure, la méga enquête, car on ne sait toujours pas pourquoi l'Espagne et le Portugal se sont retrouvés privés d'électricité hier pendant de très longues heures. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que ça ne se reproduise pas. Sur le Premier ministre socialiste, lors d'une conférence de presse, Pedro Sánchez annonce la création d'une commission d'enquête chapeautée par le ministère de la Transition écologique. L'opérateur électrique a fait savoir qu'il excluait toute cyberattaque sur le réseau. Nous apprécions positivement cet aspect
Mais dans tous les cas, la responsabilité du gouvernement espagnol est de réaliser une analyse indépendante de ce qui s'est passé et, par conséquent, d'utiliser tous les mécanismes de l'administration, de l'Institut national de cybersécurité et du Centre national de cryptologie. Une fois que ces registres du réseau électrique et de tous les opérateurs privés auront été examinés, nous n'exclurons aucune hypothèse tant que nous n'aurons pas les résultats de ces analyses qui seront bien sûr, je vous l'assure, rendus publics. Le Premier ministre espagnol avec la traduction de François-Louis Bourneau pour Sud Radio. Pedro Sanchez assure aussi que la panne électrique n'est pas liée à un manque d'énergie nucléaire. Selon lui, au contraire, même les centrales nucléaires auraient aggravé le problème hier puisqu'elles étaient à l'arrêt, qu'il a fallu rediriger vers elles beaucoup d'énergie pour maintenir la stabilité de leurs réacteurs. Philippe Bilger, c'est vrai que c'est fou, des gens sont restés enfermés dans des ascenseurs pendant des heures, etc. C'était fou, non ? C'est terrible. Mais enfin, bon, en même temps, c'était en Espagne, hein, donc... Mais ça veut dire quoi ? Non, mais je veux dire, j'ai écouté ça avec beaucoup d'attention. C'est pas un pays sous-développé, l'Espagne. C'est un bon dérapage, Philippe. Oui, non, pas du tout. C'est beau, mais c'est loin. Non, mais je n'ai pas eu une angoisse aussi vive que la vôtre, dans la mesure où, heureusement, ça ne m'a pas touché directement. Ah, d'accord. Je ne connaissais pas votre humanisme électrique. mais notons que la France a un peu été touchée quand même brièvement, le sud de la France, pendant moins que l'Espagne, mais un peu. Philippe aussi, hein, il n'a pas la lumière dans toutes les pièces. Pierre-Yves, c'est un vrai scénario, un peu de science-fiction en fait, de catastrophe science-fiction, de film. Et c'est vrai qu'on a du mal à se projeter. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés dans les ascenseurs bloqués. Mais c'est vrai que ça devait être un peu... apocalyptique. Jean-Christophe, encore une fois, malheureusement, quand il y a eu les inondations en Espagne, il y a des personnes qui n'avaient pas vu de pompiers ou de services publics pendant une semaine. C'est les pompiers français qui sont allés pour les aider. Donc ça interpelle aussi sur la fonction publique, sur le service public. Est-ce qu'on se plaint toujours qu'il y a trop de fonctionnaires, etc. Peut-être qu'en Espagne, il faudrait qu'il y en ait un peu plus, parce que quand il y a des crises, on voit qu'en France, ça n'arriverait peut-être pas. Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais à chaque fois qu'il y a des crises, on est capable tout de suite de réagir, de surréagir, et on est au service des citoyens. Maintenant, effectivement, ça interpelle parce que ça peut être vite l'anarchie en fait, et on se rend compte que on nous dirige tous vers de l'électricité. Il faut absolument investir dans les voitures électriques, tout électrique, etc. Et quand il y a une panne générale, on devient l'âge de pierre. Cécile s'est confessée tout à l'heure en disant que la seule personne avec qui elle aurait aimé être enfermée pendant 12 heures dans un ascenseur, c'était moi, parce que je lui aurais raconté plein de blagounettes, etc. Mais j'ai eu un cauchemar, je voulais dire. Mais Cécile, seule avec vous dans un ascenseur... Ah mais je le bute. Je le mange en fait. Là c'est un peu gras. La police, je suis victime de menaces de mort. Elle est dans la réelle politique, elle tient une semaine. En plus. Je vous en supplie, je vous donne tout ce que j'ai, mais sortez-moi de là. Allez, deuxième mot, remontada, avec cette victoire inespérée des libéraux au Canada. Des libéraux jusqu'à très récemment donnés perdants de cette élection après une décennie au pouvoir avec Justin Trudeau. Ce dernier, poussé à la démission par son camp, a laissé les manettes à Mark Carney. Mark Carney qui remporte une victoire très courte. Il faudra s'allier avec d'autres partis pour gouverner. Victoire très courte, mais à 2 doigts de la majorité absolue. Et surtout, c'était inespéré il y a encore peu. Les menaces d'annexion du voisin d'en bas, Donald Trump, ont visiblement profité aux sortants. Et le Premier ministre Mark Carney a donc eu ces mots forts après sa victoire. As I've been warning for months, America wants our land, our resources, our water, our country. Comme je le dis depuis des mois, les États-Unis veulent nos terres, nos ressources, notre eau, notre pays. Ce ne sont pas des menaces en l'air. Le président Trump tente de nous briser pour que les États-Unis puissent nous posséder. Ça n'arrivera jamais. Mark Carney, qui reste donc Premier ministre du Canada. Quant au candidat conservateur donné favori il y a quelques mois, il a visiblement pâti des menaces du voisin Donald Trump, auquel il est souvent comparé. En électricité, on parle de THT, très haute tension. Là, je crois que c'est plutôt TST au Canada, tout sauf Trump. C'était pas ça. Ah oui, on ne pouvait pas forcément imaginer que ça donnerait la victoire à Carney. Vous avez raison. Et là, c'est, j'allais dire, paradoxalement, un bon effet de Trump. Il y en a un du coup. Et moi, ça m'a fait penser, en écoutant ce Premier ministrable, ça m'a fait penser à ta façon de parler en anglais. Le même accent, le même... English is very good. Je me suis dit, c'est dingue, il est partout. Vous savez quoi ? On va repasser un petit coup. On va se remettre un petit coup de Philippe Bilger in English. Speaking English. C'est vrai que c'est tout sauf Trump qu'ont voté les Canadiens.
Je pense que là, effectivement, ils ont une réaction par rapport à la politique étrangère des États-Unis, tout comme en Europe, on voit très bien que ça nous force, nous aussi, à reprendre entre guillemets un peu notre souveraineté, nous réveiller. Et on voit bien qu'en ce moment, la tectonique des plaques entre guillemets des pays émergents est en train de changer. Les États-Unis vont peut-être, à mon avis, avoir une récession dans pas longtemps, et les pays qui montent, c'est les BRICS, notamment la Chine, l'Inde, etc. C'est les futurs grands. Et donc tout est en train de bouger. Et en fait, quelle est la place de l'Europe au milieu ? Eh bien, écoutez, c'est la grande question. On aimerait bien savoir. Quel numéro de téléphone? Oui. Troisième mot, Allégresse, c'est le nouveau nom d'un quartier de Biarritz. Oui, rebondissement inattendu. Le nom du quartier de la Négresse était jugé insultant par des associations, puis par la justice. Les habitants ont donc été consultés et ils ont choisi de jouer sur la consonance pour changer le mot tout en gardant finalement la ressemblance générale. Changer quelques voyelles, ajouter une apostrophe et le quartier de la Négresse devient donc le quartier de l'Allégresse, L''Allégresse. Ce nouveau nom devrait donc être officialisé par le conseil municipal de Biarritz dans quelques jours. Et puis pour l'occasion, on vous envoie un petit Allegro de Vivaldi. Voilà, c'est le nouveau nom de ce quartier. C'est bien, on aime beaucoup. Ça nous détend, ça nous donne envie de courir nu dans le gazon. Mais ma chère Cécile. Il y a des désirs qui peuvent être vite. J'ai trouvé que le regard de Philippe Bilger était concupissant. Clairement, mais il faut dire. Donnez-nous juste l'adresse. Si en plus on ne le prend pas. Allez, merci beaucoup Félix Mathieu. Et puis, puisqu'on parlait de la Chine, je vous rappelle qu'à partir de 19h, il y aura une émission automobile sur la Chine qui change la donne mondiale, puisque nous étions avec Patrick Roger à Shanghai. Des acteurs de l'automobile seront avec nous ce soir, en tout cas pour évoquer cette relation avec la Chine et l'Europe en matière d'automobile. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite de l'émission avec le grand débat du jour dans un instant, je le disais, avec à la Grand-Combe la maire PCF qui est visée après son absence à une marche blanche. Elle dénonce une instrumentalisation. Alors parlons vrai. Est-ce que la manifestation de dimanche vous a choqué? À cette question, comme dit la maire communiste de la Grande-Combe, y a-t-il une instrumentalisation du meurtre d'Aboubacar? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Patrick Haddad est avec nous, maire de Sarcelles. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. Juste une petite question avant de partir en pub. Comme dit la ministre de la Ville, sommes-nous dans une guerre de religion? Non, pas du tout. On en parlera tout à l'heure. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h avec ce numéro de téléphone 0800 26 300 300. Vous savez que vous pouvez revoir en tout cas toutes les émissions de l'antenne sur nos différents réseaux, sur X, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur notre chaîne YouTube à laquelle je vous incite bien sûr de vous rendre et de vous abonner, bien entendu. Avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h. Nos vraies voix du jour aujourd'hui, Philippe Bilger est avec nous, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Police Unité, et Pierre-Yves Martin, consultant indépendant. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 2 poids, 2 mesures, selon que l'on a affaire à un crime antisémite ou un crime contre un musulman et dans une mosquée. Les mêmes, en fait, qui condamnaient la récupération, la soi-disant récupération après le meurtre de la petite Lola, tuée par une OQTF algérienne, les mêmes qui n'ont rien dit après l'égorgement du père Hamel, on n'a pas vu de manifestation contre la christianophobie, aujourd'hui récupèrent ce drame. La maire PCF de la Grand-Combe dénonce donc des tentatives d'instrumentalisation après le meurtre d'un fidèle dans une mosquée. Rima Hassan et d'autres insoumis lui auraient reproché son absence à la marche blanche dans sa ville. Alors parlons vrai, est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre la fin de l'enquête pour manifester? À cette question, comme dit la maire communiste de la Grande-Combe, y a-t-il une instrumentalisation du meurtre d'Aboubacar? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir au délai vraie voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Patrick Haddad est avec nous, maire de Sarcelles. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation.
Philippe Bilger. Nous avons eu hier soir déjà un débat passionnant sur le point de savoir si Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, aurait dû se rendre dans la mosquée. Et nous étions partagés. En ce qui me concerne, je considérais comme quelqu'un d'autre que, en réalité, il n'avait pas besoin de faire une sorte de pléonasme tragique en se rendant dans une mosquée, alors que par ailleurs, il avait clairement manifesté son indignation. Il a continué à le faire aujourd'hui. Par conséquent, je trouve que de la part de la maire communiste de la Grande Combe, ce qu'elle dit là est frappé au coin du bon sens, et il serait assez paradoxal de reprocher à l'édile de cette ville où le meurtre a été commis de manquer de commisération à l'égard de ce jeune homme qui est mort dans la mosquée. Et troisième élément, et je finis vite, en effet, imaginons que on ait voulu exploiter outre mesure cet incident tragique, ce meurtre, eh bien on aurait certainement été coupable, selon les termes habituels de la gauche, d'une instrumentalisation qu'elle a le seul droit de faire. Rappelez-vous Lola. En effet, la droite n'a rien fait d'autre que déplorer le crime, mais pensez à la polémique qui a suivi. Jean-Christophe Couvi. Alors effectivement, c'est toujours délicat parce que quand il s'agit d'un meurtre, derrière, il y a toujours le politique, et là je dis vraiment au large, qui a ce réflexe tout de suite d'essayer d'exploiter quand même pour que ça lui rapporte en voix. Et donc oui, ce qui est pénible, c'est qu'aujourd'hui la France, elle a besoin surtout de calme. Et certains veulent, tous les côtés, veulent justement faire bouillir la marmite et monter les uns contre les autres. Et en fait, la France, faut pas oublier, c'est aussi, il y a eu 8 guerres de religion en France dans notre histoire. Oui. La Saint-Barthélemy, etc. C'est pas si éloigné que ça quand même dans notre culture. Donc, la dernière, c'est 1702 qu'elle se termine, la guerre des Camisards. Il faut faire très attention parce que effectivement certaines personnes veulent que les Français s'affrontent, et notamment sur la religion. Aujourd'hui, nous policiers, on est obligés dans ce pays, je crois que c'est un des seuls d'ailleurs en Europe, au moins en Europe, à protéger les mosquées, à protéger les synagogues et même les églises. Voilà, je vois pas d'autres pays où on met des policiers en faction devant des lieux de culte, si ce n'est qu'en France. Alors attention, parce que c'est vraiment un sujet très explosif. On a plus besoin de calme plutôt que justement de faire monter la pression. Pierre-Yves Martin. Moi, j'ai été un peu ennuyé. On va pas refaire le débat, mais j'ai été un peu ennuyé. J'ai trouvé la réactivité, du ministre de l'Intérieur un peu lente hier. Et ça m'a gêné pour une seule raison, c'est qu'il est quand même ministre des cultes. Et que du coup, il y a quand même une attention de principe d'égalité entre l'ensemble des religions, et il y a un rôle de point d'équilibre vis-à-vis de ce ministre de l'Intérieur. Après, en fait, je ne sais pas ce qu'on peut attendre, mais il me semble tout à fait normal à ce stade de pouvoir manifester pacifiquement pour essayer de justement retrouver un petit peu de calme, pour essayer de resserrer des liens. Et je trouve que dans cette tragédie, il y a un vrai enjeu pour l'ensemble des responsables des différentes confessions d'exprimer une unité entre elles pour que ce message d'unité, de respect de la différence, de sentiment d'appartenance puisse continuer à vivre. Et c'est vrai que je suis un peu abasourdi de voir des réactions médiatiques quelque part déplacées ou non adaptées. Est-ce que vous pensez que cela démontre les fractures du pays entre un camp qui a ses victimes et un camp qui a ses coupables? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Avec nous, Patrick Haddad, maire de Sarcelles. Patrick Haddad, est-ce que quelque part, j'ai posé la question dans le lancement, il n'aurait pas été plus sain d'attendre que l'enquête avance, puisque le présumé coupable n'était même pas arrêté, et déjà on faisait le diagnostic du crime qui peut être commis également, on le dit souvent dans d'autres cas, quand il y a une attaque par un déséquilibré? Alors d'abord, il y a une réaction qu'il fallait avoir de suite, qui était de condamner cet acte atroce et d'avoir de la solidarité vis-à-vis de la famille de ce jeune. Et il est évident que quand on va tuer quelqu'un dans une mosquée, et puis il y a certains éléments quand même qui ont été repris dans la presse très rapidement sur les propos de l'auteur, donc il y a assez peu de doute sur le fait que c'était dirigé volontairement contre un musulman. Donc si on n'est pas capable de dénoncer ça de façon
extrêmement clair, comme il faut le faire, dans exactement les mêmes termes, avec la même indignation, quand c'est un acte contre un Français de confession juive ou catholique, effectivement, on commence à aller sur un mauvais terrain qui est celui du traitement inégal des uns et des autres. Je suis d'accord avec ce qu'a dit le représentant d'un syndicat de police. Il faut apaiser cette société et ça commence par reconnaître la gravité de ce qu'il se passe et d'avoir exactement la même condamnation vis-à-vis des uns et des autres. Après, l'instrumentalisation, c'est toujours négatif, c'est la réalité des faits, c'est les condoléances aux victimes et puis c'est comment on travaille sur le long terme pour apaiser la société parce que les policiers ne peuvent pas régler tous les désordres de ce pays. Philippe Bilger. Monsieur le maire, comment se fait-il que, et peut-être moi le premier, on ne parvienne pas à appréhender avec la même équité intellectuelle, médiatique et politique les meurtres divers qui ensanglantent la France, notamment dans le domaine des crimes religieux. Comment est-il impossible qu'une équité absolue se manifeste? À votre avis, ce qui devrait être le comble de l'honnêteté? Alors, moi, personnellement, j'ai toujours eu exactement la même attitude et on a encore manifesté pacifiquement tout à l'heure à Sarcelles en solidarité avec Boubacar Cissé, comme on le fait quand il y a des crimes de cet ordre-là, quelle que soit la victime, quelle que soit son appartenance religieuse. Après, la question que vous posez est juste et moi je l'analyse de la façon suivante. On a dans ce pays des politiques qui surfent, enfin certains politiques, pas tous, qui surfent sur des clivages identitaires et qui veulent, parfois c'est leur idéologie profonde, parfois c'est du cynisme électoral, mais qui participent à cliver encore davantage la société. Ils pensent en récupérer un bénéfice électoral, mais malheureusement ça ne fait qu'aggraver ces fractures et à la fin on en payera tous le prix. Jean-Christophe Couy. Alors moi effectivement, tout de suite on a parlé d'islamophobie et moi je m'insurge contre ce mot effectivement parce que aujourd'hui il suffit de prendre le métro, de se balader dans les rues de Paris, les grandes villes. Je veux dire les musulmans ne se font pas agresser dans la rue parce qu'ils portent un foulard ou parce qu'ils sortent d'un lieu de prière ou pas. Donc il faut tout remettre à plat et justement apporter Alors que les juifs peuvent se faire agresser pour une kippa ou un Alors moi, je ne suis pas dans la comparaison, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, certains justement veulent expliquer que certaines communautés sont en danger, etc. Alors qu'au contraire, nous on se dit, mais attendez, on est dans un pays où on a le droit de se parler, on a le droit d'avoir des religions différentes, la laïcité c'est ça aussi, c'est aussi le droit de ne pas avoir de religion, c'est aussi le droit voilà, d'avoir des différentes vues d'esprit, mais surtout on est le pays des Lumières, donc c'est ça aussi notre héritage. Quand certains nous disent qu'on a un héritage chrétien, etc., regardez bien l'histoire de France, regardez bien l'histoire de l'Europe, il n'y a pas que ça, il y a eu plusieurs religions, il y a eu les protestants, enfin bref, on ne va pas refaire le monde, mais c'est aussi le siècle des Lumières qui à un moment donné a réussi à prendre le dessus. Et aujourd'hui, c'est ça, il faut aller vers ça. Il faut se dire, il faut qu'il y ait une certaine tolérance dans les religions. Mais pour ça, il faut que les religions restent à leur place et n'empiètent pas sur le politique. Patrick Haddad. Oui, allez-y. Patrick Haddad, monsieur le maire, je vous écoutais, en tout cas, j'écoute forcément ce débat et je me dis, avec tous les drames qui arrivent entre les viols, les crimes, et si le ministre de l'Intérieur doit se déplacer tout le temps, il ne fera que ça, puisque la société est de plus en plus violente aujourd'hui. Il y a des crimes aussi très, très graves, des viols qui sont très graves. Là, on parle de religion, mais il y a plein de sujets aussi qui sont importants. Est-ce qu'à un moment donné, il faut juste pas dire on arrête de se déplacer, parce que sinon on ne fait que ça, et puis visiblement on a mis 1 heure de plus, 1 heure de moins, un jour, ça devient très compliqué à gérer. Qu'en pensez-vous ? Alors, je pense qu'un ministre doit se déplacer quand il y a un acte d'une gravité exceptionnelle. Alors après, effectivement, le débat existe sur à quel moment ça devient une gravité exceptionnelle, à quel moment ça ne l'est pas. Là, quand on s'attaque à un fidèle dans un lieu de culte, qui soit en l'occurrence un lieu de culte musulman, qui soit une synagogue, qu'il soit une église, il y a une intention qui est politique, vraisemblablement, et qui est de s'attaquer non pas à une seule personne, mais potentiellement de s'attaquer à tous les fidèles de ce culte. Et donc, le ministre de l'Intérieur, ça a été rappelé, est aussi ministre des cultes, et donc c'est normal qu'il y ait une réaction rapide, forte, et si possible un déplacement sur place. Après, je ne veux pas commenter tous les déplacements du ministre
ministre de l'Intérieur, mais je peux comprendre le besoin de marquer symboliquement le fait que la République doit protéger tout le monde et que quand on s'attaque à un fidèle, on peut s'attaquer à tous les autres et qu'il faut marquer le coup politiquement et médiatiquement pour s'indigner publiquement et de façon extrêmement claire. Est-ce que vous comprenez que la maire de la Grande Combe se dise un rassemblement organisé par des élus peut me gêner, mais d'un autre côté, un rassemblement organisé par le commun des mortels ne peut pas me gêner. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre ? Alors sincèrement, c'est pas très lisible comme position. Quand il se passe un drame comme ça dans sa ville, moi j'ai eu il y a quelques mois un jeune qui a été tué lors de rixes entre jeunes comme ça, malheureusement dans ce pays, et on a organisé une marche blanche, la famille avec la ville. Je pense qu'il faut s'unir dans des moments de drame comme ça. Dans une ville, c'est une ville, la Grande Combe, de un peu moins de 5000 habitants, ça aurait été bien qu'il y ait une unité avec une marche co-organisée entre les habitants et la ville, silencieuse, respectueuse, et qui dénonce l'atrocité de ces crimes. Rentrer dans des considérations telles que vous les avez évoquées ici me paraît pas être la position la plus lisible. Allez, le 0826 300 300 avec Laurent qui est avec nous de Montpellier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir les vraies voix. J'écoutais attentivement ce que vous disiez. Alors, je n'aurais pas la prétention d'apporter une visibilité ou une vision un peu plus détaillée, mais j'étais en train de me poser la question et je rebondis à ce que vous disiez Cécile, c'est qu'effectivement, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas trop de se déplacer de partout? Après, ça revient à ce que je disais en début d'émission, la liberté d'expression, c'est pareil. La maire de la Grande Combe n'a pas eu envie de participer à cette marche. Alors, est-ce qu'on peut forcément lui en vouloir? Je pense pas. Ça l'a pas empêché d'être solidaire et de dénoncer ce qui s'était passé. Mais en gros, moi, ça donne un peu la sensation, comme disait Aristote, la nature a horreur du vide. Forcément, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, et là en l'occurrence, on parle de la France insoumise qui justement l'accusait. C'est juste une façon d'occuper le terrain. Moi, je vais vous donner un exemple. Souvenez-vous, en août dernier, il y a eu un rassemblement qui s'est tenu à Montpellier. Souvenez-vous, l'attaque de la synagogue à la Grande Motte. Il y a eu 1000 à 1500 personnes, il y a eu une marche de 1000 à 1500 personnes. Il y a des politiciens qui ne se sont pas présentés. Et on ne leur a pas, ça n'a pas fait scandale. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur le maire, je trouve ça un peu bizarre. Alors, de là de parler instrumentalisation, tout le monde a eu son mot pour dire que Jean-Luc Mélenchon est ses larmes de crocodile suite à ce qui s'était passé, les tweets de Rima Hassan. Bon, ils ont le droit de s'exprimer, ce que je disais tout à l'heure. Je vais pas aller en contre de mon petit gueule de début d'émission, mais bon, après, à chacun de faire la différence entre le mal et la vie, quoi. Philippe Bilger. Monsieur le maire, une question dont j'ai confiance qu'elle est un peu provocatrice. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que un certain nombre de manifestations compassionnelles périphériques, je dirais les marches blanches, à une certaine époque les bougies, les visites de ministres, à la suite de tragédies incontestables et de fléaux qu'on ne parvient pas à éradiquer, sont un peu des substituts à l'impuissance de l'État? Alors, c'est pas une question provocatrice, c'est très juste, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas faire de marche blanche, de rassemblement, de moments de recueillement, parce que ce serait pris par les victimes et par les proches des victimes comme de l'indifférence. Et à partir du moment où on le fait pour certaines victimes, il faut le faire pour d'autres. Et il y a besoin, moi je le vois localement, quand ça se passe sur une commune, qui a besoin de se recueillir, de se parler et d'avoir l'écoute des politiques. Donc il faut le faire. Mais là où je vous rejoins, si c'est bien le sens de votre question, c'est que tout ça ne suffit pas. La seule façon de travailler sur la durée, de faire diminuer le niveau de violence, y compris de violence identitaire dans la société, ça n'est pas de mettre des policiers partout. On a besoin des policiers, il faut un travail absolument indispensable. On a besoin de la justice, c'est évident, mais on a d'abord besoin de travailler au niveau national comme au niveau local à une société plus apaisée, à la compréhension de l'autre, à l'application pleine et entière des règles de la laïcité qui sont le principe commun qui organise la vie de la cité, et d'éviter, quand on est des responsables politiques dignes de ce nom, d'instrumentaliser à des fins électorales. D'ailleurs, je me permets de préciser sur ce point que ceux que l'on accuse souvent à juste raison d'instrumentaliser, ce sont des partis
plutôt classés aux extrêmes et qui pensent tirer des bénéfices électoraux de leur prise de position et qui ont eux-mêmes une grille de lecture identitaire de la société. Si on a une grille de lecture républicaine de la société, on ne doit pas tomber dans ce travers-là et on doit surtout travailler à conforter les principes républicains tout au long de l'année, sur le long terme, et pas uniquement quand un drame se produit. Patrick Haddad, moi j'avais juste une petite question, monsieur le maire. Est-ce que compte tenu de l'importance et de l'évolution des territoires religieux en France, est-ce que vous avez l'impression que la relation entre le politique et les confessions religieuses et les religions doit évoluer, et si oui, dans quelle orientation ça doit aller, compte tenu d'un changement de donne? C'est plus comme il y a 50 ans, c'est plus pareil. Est-ce que le politique doit se réapproprier une nouvelle relation ou plus de distance? Comment vous sentez les choses? Le politique doit être dans le dialogue avec tous les habitants de ce pays, avec tous les citoyens, y compris avec les corps constitués, donc y compris avec les religions. Et on a la chance dans ce pays d'avoir une doctrine extrêmement claire de dialogue avec les religions, d'organisation du lien entre le politique et le religieux, qui s'appelle la laïcité. Donc moi, dans ma commune, j'applique absolument le même principe dans le dialogue que je peux avoir avec différentes communautés. Et je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas c'est une donnée locale d'avoir à la fois une grande communauté musulmane, une grande communauté juive, une grande communauté chrétienne, et je travaille avec chacun dans le respect exact des mêmes principes, avec de la bienveillance. C'est important de travailler positivement avec l'ensemble des citoyens, et c'est important de leur rappeler les règles, de ne pas tordre les règles de la laïcité pour faire plaisir aux uns et aux autres, parce qu'à partir du moment où on rentre dans cette mécanique-là, tout ça finit forcément mal, parce qu'il y a derrière une course identitaire. Quand on trahit les principes, si vous voulez, il n'y a plus rien qui tient ensuite. Donc oui, au dialogue, chacun a sa place, et oui, au respect des principes. Une dernière question pour une réponse très rapide. Le recteur de la mosquée Sud-Nîmes a dénoncé la récupération politique en disant « la décence s'impose ». Est-ce qu'il n'y aurait pas dû y avoir un délai de décence ? Quand on a des réactions qui sont des réactions clivantes, accusatoires inutilement, oui, il faut rester dans la décence, et donc je peux rejoindre ces propos. Mais la réaction, en revanche, d'indignation, de dire tout ça est intolérable, d'aller sur place, de présenter ses condoléances, c'est une réaction républicaine, saine, normale. Celle-là, il faut l'avoir. Mais de s'accuser les uns et les autres, c'est pas effectivement le moment. Il faut l'éviter en règle générale, surtout sur des questions aussi sensibles, et encore plus au moment où les drames se produisent. Merci beaucoup, monsieur le maire, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle, Patrick Haddad, maire de Sarcelles. Vous restez avec nous. Laurent, vous restez avec nous, puisque dans un instant, le qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit, je suis prêt. Et là, la liberté d'expression est totale, même les tricheries pour certains. Elle est tolérée. Une décence quand même. Allez, restez avec nous. De la liberté d'expression. Oui. Tout de suite, Laurent, restez avec nous et merci de votre fidélité à Sud Radio. On revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où, là au moins, on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. Et voilà. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix aujourd'hui autour de cette table avec Philippe David, bien entendu. Philippe Bilger est avec nous, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police unité. Et Pierre-Yves Martin, consultant indépendant. Et bien entendu, notre famous Laurent de Montpellier. Mon cher Laurent. Bonsoir. Et bonsoir mon cher Laurent. Mon cher Laurent, c'est à vous de balancer, j'ai envie de dire, faire ce que vous voulez. Le jingle. Vous écoutez Les Vraies Voix sur Sud Radio. Dès maintenant, on joue au Qui c'est qui l'a dit. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. On aime beaucoup Laurent. Allez, qui c'est qui l'a dit, cher Laurent? C'est à vous de répondre en premier. Le drame de la France, c'est que nous avons le plus haut taux de prélèvement obligatoire et on cherche encore à augmenter les impôts. Qu'on arrête. Laurent Wauquiez? Non. Thierry Breton. Bonne réponse. De Pierre-Yves Martin. Thierry Breton, ancien ministre et commissaire européen, c'était ce matin sur Sud Radio. T'as triché. Il y a des pompes. Non, j'ai pas triché, je ne savais pas. Tu le savais, tu as regardé par hasard. Comme à l'école, il y avait des pompes. Il y avait des tricheries. Qui l'a dit, Laurent, sur la candidature de Cyril Hanouna? Tout le monde peut faire un bon candidat. Non, il me semble avoir entendu, c'était pas sûr. Mais Emmanuel Bompard. Non. Ah non, pas le même bord. Non, pas du tout.
Tout le monde peut faire un bon candidat. Bardella? Non. Bardella? Non, mais presque. Il n'est pas très grand. Tanguy. Oui, bonne réponse. Là, il a été plus rapide, Philippe Bilger. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement tout National. Qui c'est qui l'a dit sur le budget 2026? La foire fouille des idées ridicules, je n'en peux plus. Laurent. Jean-Michel Blanquer. Non. Ah non, pas le même bord. Bruno Le Maire. Non. Il est toujours aux affaires. Il a des responsabilités politiques, ça oui. Ouais. Attal. Non, pas le même bord. Pas le même homme. Ils sont en force. À gauche. C'est quoi le À encore gauche. À gauche. Laurent, vous avez dit? Fabien Roussel. Non. Roussel, non. Plus loin à gauche. Ben non. Bon, Besancenot. Non. On avait dit, ouais. Non, on l'avait pas dit. Alors, c'était dans la question d'avant. Moi, je l'avais dit, je crois. Non. C'était dans la question d'avant que vous l'aviez dit. Donc voilà. Je crois que oui, il avait dit. Je l'avais dit. J'avais dit Manuel. Ouais. Qui l'a dit, tiens, sur la nationalisation d'ArcelorMittal? Aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Laurent. C'est un ministre. Et c'est même un ministre qu'on a eu dans les vraies voix. On l'a eu déjà ou Oui, on l'a déjà eu. Nous l'avons eu en déplacement d'antenne. Monchalin. Non. Elle a fait Au salon de l'auto, on l'a eu. C'est pas un ministre Vautrin? Non. Il était déjà là dans l'ancien gouvernement. Ah bon? Gérald Darmanin? Non. Il était au transport. Et il a un père qui est président d'un club de football. Bon, allez, Marc Verratti. C'est Marc Ferracci. Pardon, ministre de l'Industrie. Et on n'arrive pas à le retenir. Ouais, c'est fou. Qui c'est qui l'a dit sur le 1er mai? On sera extrêmement réactif et on ne tolérera aucune violence. Il y aura des fouilles aux abords des cortèges. Gérald Darmanin? Non. Laurent Nunez. Bonne réponse. Laurent Nunez. Oh là là, il est en forme, Thierry Martin. Le préfet de police de Paris. À vous, Philippe. Qui c'est qui? Il est bon. Qui c'est qui l'a dit sur le travail le 1er mai? Il faut qu'il y ait des rites et qu'il y ait des rythmes dans notre société. Laurent. Un indice? Comment? Un indice peut-être? Un indice. Alors il était dans un parti dont il est parti ou dont il s'est fait virer. Voilà. Il est tout seul. Non. Comment fait le Ruffin? Voilà, bonne réponse de Philippe Bilger. François Ruffin, député Picardie, debout. Et on n'a plus le temps là pour une dernière question? C'est fini. On n'a plus le temps. Parce qu'il y a des ex-aequo, alors. Ah ben non. 9 points. Non. 6 points pour vous. Ah! Non, mais c'est pour qui les gens notent Jean-Yves, pardon, Pierre-Yves, je m'appelle Jean-Yves maintenant. Pierre-Yves Martin, 9 points. Philippe Bilger, 6 points. La police toujours absente. Bon, Laurent, pour une première, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. C'est pas mal. C'est 0, mais c'était pas mal. Non, mais. L'avantage, Laurent, c'est que vous avez une marge de progression. Oui, je ne peux faire que mieux. Voilà, c'est ça. Vous inquiétez pas, Laurent, moi aussi j'ai 0, mais en fait, c'est qu'on n'a pas le temps, on travaille, nous. Oui. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? En tout cas, Laurent, c'était un plaisir aussi. Moi, j'adore nos auditeurs. Je vous le dis, Aude, merci, parce que on adore nos auditeurs. Très bien. Ah, ils sont top. Ils sont intelligents, ils sont sympas, ils sont souriants, ils sont. Par moments, on se demande s'ils sont pas meilleurs que nous. Hein. Ouais. Ah bah ça, je vous confirme, ils sont bien meilleurs que nous, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. D'accord. Laurent, en tout cas, merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant, le journal, bien entendu, avec Rémi André pour la météo. Et on espère qu'elle sera bonne. En tout cas, c'est bien parti. Et Philippe David. Michel Berger chantait « J'aurais voulu être un artiste ». D'autres pensent « J'aurais voulu être Lénine ». J'ai pas la ref, mais ça va l'air génial. Ça a l'air formidable. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Pour cet été avec vos enfants, vous... Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez demandé les vraies voix, ne quittez pas, on vous les passe. Philippe Bilger est avec nous, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Police Unité. Et Pierre-Yves Martin, consultant indépendant. Et vous nous laissez à ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, des messages sur notre répondeur et nous les écoutons. Oui, bonjour, c'est Serge de Nîmes, là, le consultant en énergie. Au moment de l'incident, il y avait 72% de la production de la péninsule ibérique qui était avec du solaire. Alors, comme chacun sait, le solaire, il n'a aucune possibilité d'amortir de façon électromagnétique.
Et donc, c'est le château de cartes qui est tombé. On ne peut pas se permettre d'avoir plus de 30% d'énergie renouvelable intermittente sur un réseau entièrement bouclé. C'était une parfaite démonstration au moment où on est en train de discuter de la PPE3 au Parlement et au Sénat. Au revoir. La PPE3, c'est la politique énergétique qui est discutée. Philippe Donc, Bilger. si je comprends bien, notre auditeur dit qu'il faut du nucléaire et moins de renouvelables. Oui, c'est ça. Eh bien, Il ne peut pas avoir trop de renouvelables. D'après ce que j'ai cru comprendre, il a totalement raison. Pas mieux. Pas mieux. Vous êtes d'accord ? Il faut diversifier, c'est un peu comme l'économie. C'est-à-dire qu'on ne met pas tout dans vos économies dans la même bourse. Là, c'est la même chose, il faut diversifier. Et effectivement, on a, nous, cette puissance en France où on a une énergie verte, parce que le nucléaire, c'est une énergie verte aussi. Et donc, il faut au contraire l'exploiter. Il faut exploiter tous les moyens possibles, imaginables. Oui, il faut être indépendant et garder son autonomie. Voilà, c'est ça. Très bien. Eh bien, j'aime beaucoup ce que vous faites. Allez, dans un instant, Philippe David. Qui a encore trouvé un sujet pour dire je suis pas content. Il y a des gens qui sont payés avec notre argent. Eh bien, écoutez, moi, ça me fait mal au cœur de les payer. Je dis ça, je dis rien. Et vous allez voir que vous aussi, à mon avis. Dites ça à votre ami de la police à droite. Allez. Non, c'est pas lui qui a été visé. C'est un plaisir de me payer. Ça fait plaisir. On est très content. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes là entre 17h et 19h et pour notre plus grand plaisir, on espère que vous passez des bons moments avec nous, avec ce numéro de téléphone et Aude au 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez bien entendu participer à cette émission, donner votre avis bien entendu puisqu'il compte vraiment pour nous, puisque c'est pour vous bien sûr que nous faisons ces émissions. En attendant, autour de cette table, Philippe Bilger, Jean-Christophe Couvi et Pierre-Yves Martin. Bien entendu, en attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 10e arrondissement de Paris. Pourquoi le 10e arrondissement de Paris ? Parce que c'est là que se trouve la place de la République et qu'on y a entendu dimanche des propos qui font froid dans le dos. On écoute ceci. Alors mes amis, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas compter sur les institutions, la police, la justice véhicule l'islamophobie et le racisme. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je le dis, je l'assume. Il faut qu'on se défende par nos propres moyens. Il faut constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire. Il faut qu'on se défende. Il ne faut plus se laisser donner des coups. La voix que vous venez d'entendre est celle de Richie Thibault, assistant parlementaire de la députée insoumise Ercilia Soudek, qui appelle ni plus ni moins qu'à la création de brigades d'autodéfense populaire suite au meurtre ou à l'assassinat, l'enquête nous le dira, d'Aboubacar Cissé dans la mosquée de la Grande Combe vendredi dernier. Des propos tenus sous les applaudissements de la foule alors qu'il piétine la police et la justice accusés de propager l'islamophobie. Et je suis atterri, outre par les propos, par la faiblesse des réactions dans le paysage politique. Imaginez si, après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, où le père Hamel avait été égorgé par 2 terroristes islamistes dans son église, ou si après l'attentat de la basilique de Nice, où 3 fidèles avaient été poignardés par un autre terroriste islamiste en situation irrégulière, un responsable de droite ou catholique avait appelé à la création de brigades d'autodéfense. Immédiatement, LFI et l'ensemble de la gauche auraient pris les routerets en hurlant à la remise en cause de l'état de droit, au piétinement des institutions, et n'aurait bien évidemment pas manqué de rebaptiser ces brigades d'autodéfense populaire en milices, histoire de rappeler que le nazisme et les heures les plus noires de notre histoire étaient sur le point de revenir. Mais quand ça vient de ce côté-ci de l'échiquier politique, ça passe. Cependant, on n'est pas surpris avec Richie Thibault, puisque l'intéressé appelait il y a quelques jours sur X à, je cite, déborder le dispositif des forces de l'ordre le 1er mai prochain. Un Richie Thibault qui, malgré ses 20 ans, en est à 3 plaintes contre lui et 6 gardes à vue. Un brillant palmarès pour un assistant parlementaire payé par nos impôts alors qu'il est interdit d'accès à l'Assemblée nationale. Ces propos ont même été condamnés ce matin par Manuel Bompard qui a déclaré « LFI ne se retrouve pas dans ses propos. On attend donc impatiemment les sanctions. » Mais en voyant Richie Thibault dénoncer à l'envi la menace fasciste qui planerait sur la France, je me dis que Churchill avait raison lorsqu'il disait « Les fascistes de demain s'appelleront eux-mêmes antifascistes ».
c'est très vrai. Et il est scandaleux les propos qu'il réitère. Et heureusement, Bruno Retailleau a ordonné, a saisi la justice à la suite de ces propos scandaleux. Mais vous avez raison de vous indigner à chaque fois parce qu'on s'habitue à l'ignoble. En réalité, l'ignoble, c'est à la fois facile à contredire, mais paradoxalement, ça peut lasser. On en a assez d'entendre un jeune homme qui a 20 ans dire des ignominies, et à la longue, il faut une sorte de courage, de résistance du quotidien pour dire à chaque fois, c'est scandaleux, on peut être tenté de jeter l'éponge. Et il ne faut surtout pas. Vous, le policier, il appelle à la création d'une milice, là, il n'y a pas d'autre mot. Et d'une milice, alors juste pour rappel, à l'époque des soviétiques, ils avaient construit le mur de Berlin en disant que c'était le mur de protection contre le fascisme. Imaginez un peu ce qui est arrivé derrière. Donc déjà, l'idéologie, on voit qu'elle traverse les âges. Moi, Richie la belle vie, j'ai l'impression qu'il souffre du syndrome du pincher nain. Vous savez, c'est le petit Doberman nain qui a l'impression d'être un gros chien. Et à chaque fois qu'il va se frotter, ressentir un peu les fesses des autres chiens, il se prend une raclée et du coup, il va voir mes mères. Et donc, du coup, je me dis, Richie, arrête de faire l'insurrection quand on est taillé comme un criquet de Garenne. J'ai déjà dit hier soir, on va avoir des problèmes. Voilà. Donc, arrêtez aussi de donner de la justiphobie et de la flicophobie. On arrête, on redescend, on prend son doudou, on va au lit, on prend une camomille. Est-ce que Philippe, vous avez eu raison de faire cette chronique sur ce sujet-là? Parce que finalement, c'est toujours la même chose, c'est donner de l'importance à des petits, à des personnes. Pourquoi. Non, mais il n'y a pas de. Mais je veux dire pourquoi? Parce que j'ai trouvé que les oppositions, les cris d'orfraie des hommes politiques étaient quasi inexistants. Je peux vous dire que c'est passé crème en fait. Voilà, de l'autre côté de l'échiquier politique, on aurait hurlé au retour du fascisme. Ok. Oui ou non? Oui, je suis d'accord. Mais par contre, le sujet, c'est toujours aussi un petit peu la même chose, c'est qu'on est amnésique, quoi. On n'a pas de mémoire, et c'est-à-dire que là, par exemple, le ministre de l'Intérieur va engager une poursuite contre cet assistant parlementaire. Et puis quand ça va être décidé, quand il va y avoir une décision de justice, on aura tous complètement oublié. Ça sera certainement même pas communiqué ou partagé. Et du coup, il y aura pas Si, parce qu'on s'est renseigné avec Philippe, on a regardé par antériorité ceux qui avaient le même comportement et ils ont été celui qui avait jugés. appelé à l'intifada lors du manif de LFI, il a pris 5 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende de mémoire. Et tristement, celui-là, vous pouvez vous rassurer, Pierre-Yves, il aura d'autres déclarations. Bien sûr, c'est son fonds de commerce, bien sûr. Merci beaucoup. Il a 20 ans, il a déjà fait 6 gardes à vue. Et il a 3 procès aux fesses. Et donc demain, enfin jeudi, moi, si mes collègues qui se font jeter des cocktails Molotov, des pavés, etc., parce qu'ils ont entendu cette espèce de personnage sinistre appeler justement à l'insurrection, j'espère que là, on aura aussi la capacité, la justice, d'aller lui demander des comptes parce qu'il a incité à l'insurrection. Il a une responsabilité. Et je suis désolé, quand on veut faire la politique, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et donc du coup, on arrête un petit peu d'haranguer les foules. Mais je ne sais pas quelle influence ça peut avoir ces propos dans la vraie réalité. Il y a des gens qui applaudissent autour. Donc, il suffit de 15 personnes, mais je ne sais pas. Peut-être que ça ne déclenche pas, mais en tout cas ça conforte. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite, c'est l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et à l'avant-veille du 1er mai, les dépanneurs demandent une adaptation des normes qui encadrent leur profession. Oui, on parlait ici même des boulangers qui voudraient pouvoir faire travailler leurs salariés le 1er mai sans s'exposer à des amendes. Eh bien, sans doute plus étonnant encore, les dépanneurs sont eux aussi confrontés à cette question. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le président du métier dépannage remorquage chez Mobiliance. Bonsoir Sylvain Cantrel. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. On imagine qu'a priori les accidents de la route ne s'arrêtent pas le 1er mai, mais vous n'avez pas de dérogation, vous non plus, dans votre profession? Alors, il n'y a pas que les accidents de la route. Il y a aussi les pannes sur le bord des routes et des autoroutes, avec toute la complexité que ça peut engendrer. Donc, on est aujourd'hui victime de contrôles un peu importants d'inspection du travail. Nous sommes un métier en tension et en transition parce que on a une évolution technologique des véhicules, notamment sur les véhicules hybrides et sur les véhicules électriques. Et on a, alors, on n'a pas des salariés, on a des compagnons. On a des compagnons. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont des gens qui sont capables de se lever la nuit, qui sont capables de travailler le samedi, de travailler le dimanche, sur la base du volontariat. Et aujourd'hui, la réglementation du travail nous contraint autour de ça.
Le Premier ministre nous dit que nous ne travaillons pas assez. Nous, visiblement, nous travaillons de trop. Donc, lorsque nous avons nos compagnons qui font des heures incroyables, on paye nos cotisations, on donne à nos compagnons un pouvoir d'achat qui leur permet de payer de la TVA. Et je voudrais juste vous rappeler une chose, c'est que sur les autoroutes, nous sommes présents en moins de 30 minutes. Je ne sais pas si les médecins qui sont extrêmement contraints font la même chose. Quelle est aujourd'hui la situation? C'est-à-dire que là, vous nous donnez votre témoignage. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui tous les dépanneurs de France se disent comme les médecins pendant le Covid, c'est-à-dire que on est là pour aider des gens et finalement on est plutôt maltraités? Mais c'est complètement ça, bien sûr. C'est complètement ça. Je vous dis encore une fois, l'inspection du travail contraint un certain nombre d'entreprises. L'État, donc on travaille soit en délégation de service public, soit en réquisition. Donc réquisition, on n'a pas le choix d'accepter ou pas la démarche. L'État, dans sa démarche régalienne, a besoin de nous et nous contraint en parallèle. C'est-à-dire que là, vous risquez concrètement une amende si, dans une dépanneuse le 1er mai, il y a un salarié, s'il y a quelqu'un qui n'est pas le patron, quoi. Ah ben c'est pas qu'on voit ce qu'une amende, c'est qu'on a pris des amendes déjà. Mais c'est dingue. Non, mais c'est alors que, je veux dire, j'ai eu besoin l'été dernier des dépanneurs sur autoroute et je peux vous dire qu'on est très heureux de les trouver quand les voitures passent à côté de vous à 130 km/h, soit dit en passant. Hein. Bien sûr. Alors alors vous avez vécu une expérience, mais alors nous on le vit tous les jours parce qu'on descend de nos dépanneuses régulièrement sur le bord de l'autoroute et vous vous rendez compte que l'autoroute est alors je vais prendre un terme qui s'appelle un no man's land. Je conseille à personne d'avoir cette expérience d'être frôlé à la voiture. Pied sur l'autoroute, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est l'occasion pour rappeler quand même que quand vous voyez un dépannage sur l'autoroute, décalez-vous à gauche. Exactement. Bien entendu, parce que ces gens font leur travail et qu'il y a souvent des accidents. Et donc, voilà, si on pouvait éviter un suraccident sur un accident, c'est plutôt pas mal. Et ces gens sont formidables, qu'ils viennent vous aider en 30 minutes et c'est bien de les protéger. En tout cas, merci beaucoup, Sylvain Cantrel, président du métier dépannage remorquage à Mobiliance. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Mon cher Philippe Bilger. Alors, Cyril Hanouna, une blague ou du sérieux? Avec vous, Pierre-Yves Martin. Moi, ça sera du sérieux, ça sera la fermeture des usines en France. Et avec vous, Jean-Christophe Couvi? Moi, ça va être sur le bilan mensonger du Premier ministre sur la rémunération des fonctionnaires. Oula, je sens que ça va râler. Oui, allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus et merci de votre fidélité à Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Philippe Bilger, Jean-Christophe Couvi, Pierre-Yves Martin, Cécile de Ménibus est à nos côtés évidemment et c'est l'heure du tour de table de l'actualité. Buenas tardes, amigos. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table de l'actualité. C'est dommage, on n'aura pas la chute de la blague. Philippe Bilger, Cyril Hanouna, blague ou sérieux? Oui, alors, Valeurs Actuelles nous avait annoncé la possibilité d'une candidature de Cyril Hanouna en nous donnant l'essentiel de son programme qui ne me paraissait pas aberrant. Et en fait, j'avais envie, un peu par provocation, de dire, bien sûr, qu'il n'aurait jamais été élu président, mais que ça n'était pas complètement absurde de la part de cette personnalité qui est détestée par un certain nombre de personnes, mais que pour ma part, j'ai toujours trouvé talentueuse, parfois jusqu'à la vulgarité, et surtout, je trouvais un petit peu étonnante, l'indignation de beaucoup de gens à l'idée de cette candidature, comme si en réalité, nous avions eu auparavant des pratiques présidentielles d'une parfaite décence et élégance.
alors qu'en réalité, je pense que si des candidatures comme celle de Cyril Hanouna ne suscitent pas une indignation comme hier d'autres l'avaient fait, c'est que il y a des présidents dont les comportements nous ont parfois habitués à des vulgarités, à des inélégances, à des démagogies qui nous renvoient parfois tout droit à une candidature comme celle de Cyril Hanouna. Alors heureusement, on vient de me dire qu'il ne sera pas candidat, il l'a dit, paraît-il, sur Europe 1, c'est très bien, mais qu'on ne pousse pas des hauts cris quand notre monde est devenu tellement médiocre qu'il justifie de telles candidatures. Ouais. Alors, Pierre-Yves Martin, je suis super d'accord avec toi, mais néanmoins, tu as commencé ton propos en disant que de toute façon, il n'aurait pas été élu. Et là, je m'inscris en faux parce que, en fait, on n'en sait rien. Parce que tout le modèle, toi tu sais parce que t'es brillant, tout le modèle politique actuel fait que les codes, les cadres et les dynamiques qui font l'élection présidentielle sont en train de sauter un par un. Et ça, c'est vrai dans les principaux pays occidentaux. Tu vois, par exemple, s'il y a 15 ans, on t'avait dit que Trump serait élu, t'aurais rigolé, t'aurais dit impossible. Là, de la même façon, regarde par exemple en 2017, Emmanuel Macron. Moi, toute ma jeunesse, on m'a appris qu'en sciences politiques, si le candidat à l'élection présidentielle, il n'a pas un parti derrière lui, 1, 2, qu'il n'a pas gravi tous les échelons des élections, du canton jusqu'aux législatives, il ne pouvait pas passer. Et t'as un type qui est arrivé, Tox, et qui a cassé tous les codes. En tout cas, qui a remis en cause ces codes. Et j'ai l'impression que ça continue. Et donc, du coup, en fait, on est à l'abri de rien. Et à partir du moment où on se dit il passera pas, bah en fait j'ai envie de te dire aussi il risque de passer parce qu'en fait on n'a plus les bons traducteurs, les bons codes pour comprendre ce qui est en train de se passer. Jean-Christophe Couy. On a eu Coluche à une époque qui s'est pas présenté. Il avait pratiquement annoncé. Que s'il avait les réseaux sociaux, il aurait peut-être il faisait très peur. Je me rappelle à l'époque. Coluche était manipulé. Oui, mais il faisait très peur à la gauche à l'époque. Je peux vous dire que ça tombait des gouttes. J'étais jeune, mais je m'en rappelle un petit peu. Et voilà. En Italie, il y a eu aussi pareil. Beppe Grillo, pareil. Le mouvement 5 étoiles. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec Pierre-Yves. Ouais, c'est ça. Qu'on fasse pas la boulette. Avec Pierre-Yves, c'est qu'aujourd'hui, il y a un fait nouveau, c'est les réseaux sociaux. C'est le fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir toucher des gens qu'on ne touchait pas avant en politique. Ouais. Et maintenant, en fait, quand vous parlez, vous allez sur Insta, sur plein de trucs, etc., vous touchez tout le monde, ou pratiquement tout le monde. Et du coup, j'allais dire, tout est redistribué et tout le monde a sa chance. Et donc, le fait qu'une personnalité dise, je me lance, effectivement, ça va aussi affaiblir d'autres candidats, et donc du coup oui, ça pose des questions. Maintenant, la politique, je pense que c'est sérieux, et aujourd'hui on a besoin de vrais leaders qui ont une vision de la société sur plusieurs années et qui sont capables de nous entraîner avec eux sur une société apaisée et constructive. Vous n'avez pas l'impression qu'on se reconnaît dans ce qu'il dit là? Si, totalement. On a besoin de gens solides, de machin. C'est un peu nous, c'est nous, absolument. Et c'est peut-être du coup, si la place est libre, on n'a qu'à y aller. Allez-y. On y va à deux. C'est uninominal. Oh là là, écoutez, soyez disruptifs. Alors, Cécile David ou Philippe de Minibus, faut faire un mix sur le bulletin de vote. Je ne sais pas si vous êtes noble, si vous voulez être noble. Il manquait loin. Très loin. Et loin de Minibus, c'est ça. Voilà, c'est ça. Allez prendre le bus plus loin là-bas. Pierre-Yves Martin, les chiffres inquiétants de fermeture d'usines. Pour info, 119 fermetures de sites industriels. En 2024, Voilà, c'est ça. Versus 114. Il y avait un très bel article, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y avait un article très intéressant dans les Échos ce matin sur les fermetures de sites industriels, effectivement, et là à la fin du premier trimestre, il y a une vraie inquiétude en France parce qu'il y a 42 menaces de fermeture de sites industriels pour 2025 à ce jour. Et en fait, j'ai trouvé que l'article et ce que je peux entendre et échanger avec les uns et les autres, il est intéressant sur 3 niveaux. Le premier, c'est que après le Covid, il y a eu une ambition exprimée par le gouvernement de mener une contre-offensive industrielle et une politique industrielle un peu plus dynamique. Et que là, aujourd'hui, en 2025, ça semble s'être complètement essoufflé sans qu'on sache vraiment pourquoi.
Le deuxième élément, c'est que ça met en valeur quelque chose de très positif, qui est l'importance des territoires et de l'animation des territoires, et notamment du rôle des élus, parce qu'on va essayer d'être positif aussi avec eux, parce qu'il y a des élus qui sont pleins de convictions, pleins de passion pour défendre leur territoire, pour faire tout en sorte qu'il y ait des repreneurs qui viennent sur ces territoires, etc., etc. Et puis il y a un troisième effet qui lui est beaucoup plus sombre, qui est un effet domino, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un site industriel en France sur un territoire disparaît, il y a tout l'écosystème qui se casse la figure progressivement, et il y a une espèce de malédiction par rapport à l'enjeu de l'emploi. Et on a passé plusieurs années à profiter d'une vraie dynamique du marché de l'emploi, et on sent là maintenant qu'il y a un revirement, et donc du coup il faut être extrêmement attentif, et là pour ce coup être tous ensemble, que ce soit les élus, les chefs d'entreprise, les syndicalistes, pour préserver ce sujet d'industrie et d'emploi en France sur nos territoires. Et apprendre à aimer de nouveau les entrepreneurs, en tout cas. Et la relation au travail. Exactement. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va passer directement à Jean-Christophe Couvi sur ce bilan mensonger, selon vous, de la rémunération des fonctionnaires par le gouvernement Bayrou. Effectivement, donc le gouvernement, le Premier ministre vient d'annoncer que la masse salariale des fonctionnaires a augmenté de 6,7% en 2024 par rapport à 2023, alors que l'inflation n'était que de 2% pour 2024. Donc en fait, ils sont en train de nous expliquer qu'on s'est gavé, voilà, on a été augmenté, ça coûte très très cher à tout le monde, etc. Juste que le point d'indice est gelé depuis des années. Alors il y a eu quelques petits coups de dégel, c'est juste qu'en fait, ils mélangent tout, et c'est fait exprès pour troubler le message. C'est-à-dire que ceux qui bénéficient d'un changement d'échelon et d'une avancée de carrière sont comptabilisés là-dedans. Oui. Donc en fait, quand vous êtes fonctionnaire, vous avez une grille d'avancement. Juste pour info, par exemple, la catégorie C, qui est la plus humble d'entre nous, c'est les plus précaires, qui représente 39% des fonctionnaires. Quand vous rentrez, vous avez un début de grille à 1 400 € net. D'accord. Donc ça fait pas rêver non plus. Et vous prenez 1 point par échelon les 8 premiers grades, enfin les 8 premiers échelons. C'est-à-dire vous gagnez en gros 40 € sur 8 ans. Voilà, c'est ça se gaver, je suis pas sûr. Et donc derrière tout ça, c'est encore une fois, on veut trouver 40 à 50 milliards d'euros d'économie, et derrière tout ça, on est en train de faire passer des messages que le fonctionnaire est un coût, et moi je suis désolé, c'est un investissement. Quand on se compare justement à d'autres pays européens, on voit bien qu'on a toujours besoin de la fonction publique, et quand on est capable de donner 200 milliards d'euros à des entreprises, il faut prêter. Mais il n'y a pas de contrepartie. Et là, par exemple, on en parle de la désindustrialisation. Eh bien oui, là, il y a un effort à donner, mais c'est quoi la contrepartie ? C'est de maintenir, effectivement, le travail en France, et non pas de l'envoyer faire des recherches en Inde, aux États-Unis ou ailleurs. Voilà. Ce qui veut dire, Philippe Bilger, que le prix, finalement, du danger et de l'engagement n'est pas valorisé suffisamment. Bien sûr. Mais là, si on était prêt à une véritable révolution sociale, on changerait très largement la hiérarchie des fonctions et des métiers. J'en suis persuadé. Mais si vous le permettez, j'aurais aimé poser une question à Pierre-Yves. Qu'est-ce qui est la principale cause de cet échec, à votre avis? Du fait que là, il n'y a pas, alors qu'on avait proclamé une réindustrialisation, pourquoi ça marche pas? Ça marche pas parce que on l'a proclamé il y a 4 ans, à peu près, et que pendant 40 ans, l'État s'est complètement désengagé de l'animation des sites industriels, et qui a effectivement une ambition industrielle qui n'existait pas pendant 40 ans, avec des transferts de compétences, des délocalisations, et qu'au bout du bout, il suffit pas de mettre un beau sticker en disant on aime l'industrie ou industrie pour relancer la machine, et que ça met du temps, et que là ça fait que 4 ans, et que déjà ça s'essouffle, alors qu'il faudrait 30 ans, 40 ans pour retrouver un rythme conséquent. Et puis ça suppose aussi de refondre un petit peu toute notre façon de faire sur la recherche et développement, sur les investissements, sur l'image aussi qu'on a de nos industriels, de la relation au travail. C'est tout ça, c'est un enjeu culturel, c'est un enjeu économique, et c'est un enjeu politique. Et malheureusement, les politiques, en tout cas au plan national, ne sont tous pas dotés d'une sensibilité économique et industrielle forte. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix avec cette information. Gérald Darmanin qui veut faire contribuer les détenus aux frais de leur incarcération. Une mesure déjà en vigueur avant 2003. Alors parlons vrai. Est-ce que cette mesure vous paraîtrait normale, sachant que les détenus sont logés, nourris et chauffés aux frais du contribuable? Et à cette question, comme dit Darmanin, les détenus doivent-ils participer à leurs frais d'incarcération? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Wilfried Fonck, qui est secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP UNSAC Justice. Bonjour.
Bonjour Cécile. Est-ce que c'est la mise en pratique finalement de Tu casses, tu payes de Gabriel Attal ? Je ne pense pas qu'on soit là-dedans. Cette annonce du garde des Sceaux soulève plus la question des coûts de l'incarcération et des implications que ça peut avoir sur les finances publiques. En tout cas, on va en parler dans un instant. Soyez les bienvenus. Ce numéro de téléphone que vous connaissez bien, 0826 300 300. On vous attend au standard. Ça fait pas de mal de le rappeler. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez, qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous avons bien conscience, mesdames et messieurs, que Philippe Bilger est à nous et que vous nous le réclamez. Mais on va le garder. Momentanément, on va le garder. Bah oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, dans la rue, on me dit Philippe David, Philippe Bilger. Et moi, on me demande qu'est-ce que devient Cécile. Ouais, c'est fou. Elle n'était pas là durant 8 jours. Ouais, qu'est-ce qu'elle était là ? Elle était pas loin. Et le dodu est toujours en pleine forme. Et moi, depuis tout à l'heure, je prends plein de SMS. Quand est-ce qu'on voit Philippe Bilger courir nu dans l'herbe ? Depuis ce qu'a dit Cécile de Ménibus. Pas comment. Bah oui, c'est vrai. En chantant en anglais en plus. C'est vrai que ça fait longtemps, Philippe, excusez-moi, Philippe Bilger, ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas entendu parler anglais. Donc moi, je vous si propose. vous courez, comme vous l'avez dit dans l'herbe, je promets de ne plus jamais parler anglais. Non, justement pas, parce qu'on veut vous entendre en tout cas. Philippe Bilger est avec nous, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Police Unité, et Pierre-Yves Martin, consultant indépendant, en attendant le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Jusqu'à 2003, les détenus participaient aux frais d'incarcération. Comme il y a un forfait hospitalier, il y avait un forfait de présence dans la prison. Je vais rétablir ces frais d'incarcération. Alors, si il s'agit d'être sur le podium des idées à la noix, là, je crois qu'on est pas mal. Non, je suis pas pour. Je pense qu'il faut comprendre que quand quelqu'un est en prison, l'objectif, c'est pas qu'ensuite, quand ils sortent, ils se retrouvent lourdement endettés et avec encore plus de difficultés dans la vie. Alors moi, je suis plutôt favorable, mais il faut mettre des bémols quand même. Il faut leur laisser un minimum, c'est-à-dire qu'au départ, on touche à rien tant qu'ils n'ont pas touché plus de 200 €. Aujourd'hui, ça coûte 10 millions d'euros par jour, le fonctionnement de nos prisons, quasiment 4 milliards d'euros par an. Les détenus doivent contribuer aux frais d'incarcération. Les portes du pénitencier. Et le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, veut faire payer les prisonniers d'une contribution à leurs frais d'incarcération. Les prisons coûtent quasiment, vous l'avez entendu, 4 milliards d'euros par an, indique justement le garde des Sceaux. Alors parlons vrai. Est-ce que supprimer cette participation, comme ça a été fait en 2003, est une erreur ? Et à cette question, comme dit Darmanin, les détenus doivent-ils participer à leurs frais d'incarcération ? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Wilfried Funk est avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP, UNSA Justice. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, mauvaise ou bonne idée ? Une très bonne idée. D'ailleurs, tout à l'heure, j'évoquais le sans faute de Gérald Darmanin. C'est une des notions qui me permettait de le dire. J'entends bien qu'on va remettre en œuvre ce qui a été arrêté en 2003. Il faut le remettre. Et j'ai bien conscience, il l'a dit hier soir, que ce sera plus symbolique que substantiel. Il est évident qu'on ne va pas faire payer à un détenu tout ce que coûte son incarcération. Mais j'y vois surtout une avancée intellectuelle et judiciaire. Parce qu'au fond, quand on entend des sulpiciens emplis de mansuétude à gauche et à l'extrême gauche, et parfois à droite, on a l'impression que c'est la société qui est responsable des crimes et des délits, et que les malheureux qui ont commis des délits ou des crimes, eux-mêmes sont sujets à des passions qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils ne seraient pas coupables. Le fait de faire payer même un tout petit peu aux détenus quelque chose va les persuader que ce sont eux qui sont responsables des maux qui nous accablent. Mon cher Philippe, Martin. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que pour moi, c'est un simple exercice de communication. On est dans le symbole et c'est pas avec des symboles qu'on alimente quelque chose et qu'on fait avancer quelque chose. Et puis il y a les symboles, c'est important en politique. Il y a un autre élément, c'est qu'effectivement, on est quand même sur de la justice, donc on est sur du régalien. Donc en fait, si l'État
Enfin, l'État, c'est pas Airbnb, quoi. Si l'État n'est pas en capacité d'être propriétaire, de financer correctement des actions de justice, un sujet de gestion de centres pénitentiaires, eh ben du coup c'est la fin de l'État. Et du coup, c'est la fin du régalien. Donc c'est quelque part, et là, du coup, symboliquement, c'est quelque part hyper inquiétant. L'État, c'est qui? L'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde autour de la table, les auditeurs, c'est les impôts. Et les impôts, c'est ça. Je vous signale que pour 1000 € d'impôts, l'État, c'est plus que des impôts. Ah non, mais c'est 5 euros. L'État, c'est plus que des impôts. C'est aussi de l'argent. Et c'est 5 € qui vont à la justice sur 1000 € d'impôts. 5 €. Aujourd'hui, on a un problème, on n'arrive plus à payer les interprètes parce que le budget de la justice, il est à l'os. Quand vous avez un procès comme Joël Le Squarnec à Vannes, qui coûte plusieurs millions d'euros et qui est pris sur le budget du tribunal de Vannes. Et donc après, derrière, comment vous faites pour travailler? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a un souci. Alors moi, encore une fois, en tant que policier, je me dis que ceux qui vont en prison, le meilleur moyen qu'ils mettent pas la main à la poche, c'est qu'ils n'y aillent pas. Et donc, c'est qu'ils ne respectent la loi et qu'ils vivent en société. De tout temps, il y a eu des prisonniers, il y a eu des viols, etc. Excusez-moi, mais quand vous êtes hospitalisé, votre télé, vous la payez, hein? Oui. Et pourtant, l'hôpital, on a des mutuelles, et on paye des mutuelles, et on paye une assurance sociale. Enfin, ça, je suis d'accord avec ça. Mais... Ah bah dans ces cas-là, il n'y a pas de raison que les prisonniers payent pas. Hein. Allez, sinon, on paye la télé à l'hôpital public. On va poser la question à notre invité, Wilfried Funk, qui est avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP, UNSA plus Justice. Est-ce que c'est la même question que Philippe Bilger, finalement, bonne ou mauvaise nouvelle idée, plutôt? Alors, bonne ou mauvaise idée, j'ai envie de vous dire ni l'un ni l'autre. Après, on verra dans l'application si c'était une bonne idée ou une fausse bonne idée, parce que une fois que l'annonce est faite, après, c'est toujours dans la manière dont les choses vont se mettre en œuvre et surtout les conséquences que ça va avoir à la fois sur les personnels, mais aussi après sur les conditions de détention et sur la prise en charge des détenus. Donc aujourd'hui, j'ai envie de rebondir surtout sur ce que disait le collègue d'Unité Police. On parlait des interprètes, effectivement. Moi, j'ai envie d'ajouter, aujourd'hui, on a une enveloppe de 13 millions d'euros d'impayés d'heures supplémentaires des personnels pénitentiaires. Donc, si vous voulez, après, quand on y va dans des chiffres comme ça, est-ce qu'effectivement, le fait de faire payer des frais d'entretien aux détenus va permettre, de ma foi, de rapporter un petit peu d'argent dans la cagnotte et que ça revienne aux personnels pénitentiaires qui, quotidiennement, eux, sont confrontés à la vérité de ce qu'est le milieu carcéral? Pourquoi pas? Après, c'est surtout, nous, ce qui nous importe, c'est quelles seront demain les conséquences potentielles sur le travail des personnels pénitentiaires. Le sujet fait réagir au 0826 300 300. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir les vraies voix, bonsoir les invités. Vous êtes policier, vous êtes syndiqué à Unité ou pas? Parce que si vous n'êtes pas syndiqué à Unité, Jean-Christophe Couvi va pas vouloir. Mais c'est totalement personnel, Philippe. On n'est pas là. Je vous rassure, Thomas, collègue, je te rassure, on n'est pas dans une secte, tu as le droit de faire ce que tu veux. Merci bien. On écoute Thomas. Alors moi déjà, je voulais intervenir en disant que les gens qui sont en prison, ils en ont fait le choix. Et c'est leurs victimes qui subissent leur choix. Et moi, je voudrais engager du coup sur un autre prisme, et en tant que policier, je me mets toujours du côté des victimes. C'est-à-dire que finalement, quand une personne va en prison, vous êtes sur votre téléphone, cette personne est multirécidiviste, cette fois-ci, elle va être condamnée, elle va faire de la prison. Eh bien, en tant que personne imposable, vous allez financer cette personne quand elle va être en prison. C'est un peu la double peine finalement pour la victime qui va déjà se voir un peu privée de ses biens ou se faire agresser ou violenter ou j'en sais rien. Et ensuite, elle va financer, entre guillemets, bien la vie de cette personne en prison. Et ça, je trouve ça insupportable. Clairement, c'est insupportable. Franchement, moi, je me dis que j'aurais dû être ministre de la Justice puisqu'il y a au moins une quinzaine d'années que j'y pense. Comme quoi. Je rappelle quand même que Gérald Darmanin a appelé les détenus à continuer à travailler en prison pour payer ce qu'ils doivent aux victimes, évidemment. Donc, il y a aussi le travail qui est produit en prison. Qui rapporte quelques euros aux victimes. En tant que policier, oui, non, mais bien sûr. Malheureusement, j'ai eu des cas et moi, je m'en fous, je vis pas sur ça. C'est pas mon intérêt. Au contraire, je fais tout le don aux associations, mais c'est quelques euros. Oui, je sais bien, malheureusement. Philippe Bilger. Pour répondre à Pierre-Yves, qui est aujourd'hui brillamment dans la contradiction. On m'a promis 1000 euros pour être dans la contradiction. Ça m'étonnerait. C'est vous qui les donnez, je vous le dis tout de suite. Si l'industriel ferme, alors il faut bien que je trouve de l'argent. Même si l'État régalien fonctionnait à la perfection. Eh bien, l'idée demeurerait bonne. Parce que, je répète que c'est un changement de philosophie. Rien de plus important que de faire comprendre aux condamnés que c'est lui
qui met l'État dans la situation où l'État va devoir l'incarcérer. C'est lui qui transgresse les règles. Et donc payer même un peu, Pierre-Yves, c'est symbolique, mais un symbolique très signifiant. Allez, je vais mettre mes habits de grand gauchiste que je ne suis pas. Le truc, c'est que, à vous entendre dans votre discours, 100% des prisonniers sont coupables, responsables de leur parcours, etc. Laisse-moi finir. Et en fait, le truc, c'est ça qui m'inquiète un peu, parce que je me dis, dans tout parcours de vie, il y a des parcours qui sont plus ou moins facilités, plus ou moins confortables, et d'autres plus ou moins compliqués. On peut quand même imaginer qu'allez, je dis un chiffre, je ne sais pas du tout. On peut imaginer, par exemple, qu'il y a 5 à 10% de ces prisonniers qui ont un parcours de vie qui a été chaotique pour X raisons et qui se retrouvent du coup dans un engrenage maléfique et qui finissent en prison. À vous entendre, votre discours de 100% des prisonniers sont des très très mauvais, c'est 100% de leur faute, etc. Voilà, on peut aussi imaginer qu'il y ait une co-responsabilité, peut-être minoritaire, peut-être faible, une co-responsabilité autour de la société, voilà, de notre capacité à vivre en société. Mais mon cher Pierre-Yves, je réponds à un gauchiste. C'est le fait, le jugement qui a été prononcé a pris en compte. Il est censé, c'est vrai. Et la durée de la peine en fonction de ça aussi. Surtout, c'est que le travail réhabilite dans la société. C'est-à-dire que c'est pas une punition de travailler pour payer en partie ce qu'on a provoqué. En fait, vous rachetez aussi une partie de votre faute. Il faut savoir quand même que l'État, c'est l'État qui paye les retraites additionnelles à l'IRCANTEC pour ceux qui travaillent dans les prisons. Donc en fait, quelque part, c'est même vous qui repayez encore la retraite additionnelle pour les travailleurs de prison. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas une punition. Moi, je préfère que les prisonniers travaillent, participent à l'effort de la société, plutôt que toute la journée fassent de la muscu, lisent des tablettes, les 15 téléphones. Allez. À un moment donné, Wilfried, sur la question du travail, sur la question du travail, quand même, il y a deux choses importantes. Un, le travail n'est pas obligatoire en prison. C'est-à-dire que le détenu qui ne peut pas travailler n'a pas obligation de travailler. Ce qui est dingue. Un chiffre très simple. Aujourd'hui, vous avez 30% de la population pénale qui travaille en prison, ce qui n'est pas énorme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'administration pénitentiaire ne trouve pas de concessionnaires privés pour pouvoir faire travailler les détenus. C'est pas que certains détenus ne veulent pas travailler. On a plus de demandes en fait de détenus au niveau du travail que de postes à pourvoir ou que de postes proposés par des concessionnaires privés. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est une sorte de logique un peu particulière où effectivement on fait des annonces, mais derrière il y a véritablement la réalité du terrain. Alors, si c'est un moyen pour le ministre de mettre en exergue les difficultés et la dure réalité de ce qu'est le monde carcéral pour les personnels et la prise en charge des détenus, moi je veux bien qu'on aille sur ces sujets-là. Aujourd'hui, ce type d'annonce-là, en vérité, elle ne correspond pas aux besoins réels des personnels, aux besoins réels de l'administration pénitentiaire. C'est 82 000 détenus, 62 000 places, 4 000 vacances de poste. Comment voulez-vous qu'on fasse quoi que ce soit en fait dans des conditions pareilles ? Mais Wilfried Fonck, cette mesure, elle a été supprimée en 2003. On regardait ça ce matin avec Cécile de Ménibus. C'est la droite qui l'a fait. Chirac avait été réélu un an plus tôt. Oui, c'est Perben. Comment ? Dominique Perben, qui était garde des Sceaux. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont supprimé ? Sous quel argument ? Comment ils l'ont justifié ? Voilà, comment ils l'ont justifié ? Qu'il faudrait poser la question. Après, la vraie question qui va se poser derrière tout ça, ça va être le bénéfice par rapport au coût. Parce qu'une mesure comme celle-là va forcément avoir un coût. C'est-à-dire que le coût que va engendrer la gestion de ce retrait sur les salaires ou sur éventuellement les mandats que pourraient percevoir les détenus, ce sont des personnes administratives qui vont devoir gérer tout ça, qui vont devoir procéder au reversement au niveau du trésor public. C'est-à-dire que ça va pas retomber dans la poche de l'administration pénitentiaire au départ. C'est le trésor public qui va récupérer. Donc tout ça, ça a forcément un coût. La gestion en fait de ces coûts d'entretien aura forcément elle-même un coût. Donc est-ce que ce coût sera supérieur à ce qu'on va percevoir ? Là-dessus, j'en ai aucune idée. Ça dépend du montant effectivement que. Ils vont payer. Thomas est toujours avec nous ou il est là Thomas. Thomas, vous vouliez réagir peut-être ? Pardon ? Thomas, vous vouliez réagir peut-être, je disais. Non, bah écoutez, pour moi c'est parfait. C'est une petite réaction, juste les 15 dernières secondes. Allez-y. Allô ?
Ah non, oui. Thomas oui, allô, désolé, ça. Désolé, non, parce que bon, bref, merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Wilfried Fonck, d'avoir été avec nous, secrétaire national des syndicats du syndicat pénitentiaire UFAP, UNSA, Justice. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Police Unité. Merci, Pierre-Yves Martin, consultant indépendant et très réfractaire aujourd'hui à la discussion. Gauchiste selon Philippe Bilger. Non, c'est moi qui ai c'est dit lui qui l'a dit. C'est lui. C'est lui. Ah, mais c'est mercenaire, parce qu'il a été payé 1 000 € pour être gauchiste. Rendez l'argent. Tous les gauchistes ont un prix. Oui. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va parler automobile avec mes invités. Et puis Philippe, vous retrouverez Philippe David à partir de 20h pour parler football. Et on parle de quoi ? Évidemment, on va parler avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat et Quentin Fredon. On va parler de Arsenal Paris Saint-Germain, demi-finale de Ligue des Champions. C'est dans un tout petit peu plus de 2 heures le coup d'envoi. Et on parlera du méga scandale de Real Madrid-Barcelone en finale de la Coupe du Roi, où on a vu pour la première fois un arbitre pleurer en conférence de presse. Et puis, dans un instant, on parle automobile. La Chine change la donne mondiale. Des acteurs seront avec nous jusqu'à 20h pour évoquer qu'est-ce qui va se passer en Europe. On en parle dans un instant. À tout de suite. Trade République.